Allez, on va démarrer une nouvelle présentation avec Maxime Aléhédine de la société Cyberwatch. S'il y a des gens qui sont derrière, n'hésitez pas à vous rapprocher, il y a de la place devant. Maxime, à toi pour 30 minutes. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre présence aujourd'hui. Donc l'idée, ça va être de vous parler de gestion des vulnérabilités et des conformités. Et mon objectif, c'est que vous puissiez partir de cette démonstration avec déjà quelques actions simples à mettre en œuvre chez vous. Donc, pour résumer un petit peu qui je suis, je m'appelle Maxime Aléhédine, je suis ingénieur spécialisé en sécurité informatique et notamment en gestion des vulnérabilités. J'ai commencé en sécurité informatique en 2002 et j'ai déjà publié donc, quelques CVE et ça c'est le sujet dont on va parler aujourd'hui, les CVE. Donc, les fameuses CVE, qu'est-ce que c'est? Vous avez forcément déjà vu ces images au moins une fois sur les 3 dernières années. C'est des images qui en fait sont des logos pour décrire des vulnérabilités dont certaines ont fait pas mal de dégâts. Par exemple, celle-ci c'est Eternal Blue qui est à l'origine de WannaCry. Et en fait ces vulnérabilités, eh bien, il y en a certaines qui sont très médiatisées. Donc il y a même des gens qui passent un petit peu de temps pour leur donner un petit logo et un nom sympa. Et ces vulnérabilités, il y en a beaucoup. Chaque jour, il y a des bulletins qui sont publiés sur le site du CERT-FR de l'ANSSI ou sur l'équivalent américain qui est moins bien que le site de l'ANSSI et qui s'appelle le NVD. Et ça contient des alertes très techniques qui décrivent les problèmes que vous pouvez avoir si vous utilisez des logiciels très répandus, là en l'occurrence Microsoft Windows. Je vous ai dit que des vulnérabilités, il y en avait beaucoup. Et en fait, quand on regarde sur les dernières années, on est à une moyenne de plus 50 vulnérabilités par jour. Donc tous les jours, il y a plein de nouveaux problèmes qui arrivent. Ce n'est pas le seul problème qui arrive, puisqu'il y a aussi ce qu'on appelle des exploits, c'est-à-dire des kits d'attaque qui sont accessibles publiquement sur Internet. Et quand on regarde aussi, il y en a en moyenne 3 par jour, nouveaux exploits qui sont publiés sur Internet. C'est-à-dire que tous les jours, non seulement il y a des alertes de sécurité qui disent comment vous attaquer, mais il y a même en quelque sorte, si je résume, 3 Kalachnikov qui sont mises en libre service sur Internet pour pouvoir attaquer. Si je résume un petit peu pourquoi c'est un danger pour les entreprises et pour les organisations, et bien en fait, comme il y a de plus en plus de vulnérabilités et qu'il y a de plus en plus de kits d'attaque publiques, ça rend les attaques plus faciles à faire. Tout le monde peut aujourd'hui utiliser un outil qui s'appelle Metasploit, scanner tout Internet, ça prend à peu près 1 heure curieusement de scanner tout Internet, à la recherche par exemple d'une faille comme celle qui a donné lieu à WannaCry, et avec Metasploit, on peut carrément rentrer juste en appuyant sur la touche Entrée. Et donc les attaques elles sont à la fois plus simples et plus fréquentes. Et donc comment on peut se prémunir contre tout ça? Il y a Gartner qui dit à peu près la même chose que nous sur le sujet, qu'il y a de plus en plus de vulnérabilités. Et ils vont même un peu plus loin. Ils disent qu'il y a, d'ici fin 2020, la plupart des vulnérabilités qui seront exploitées avec succès, en fait, seront des vulnérabilités déjà connues. Sous-entendu, ok, c'est très très bien de se soucier de l'innovation chez les pirates, ok. Mais en fait, si jamais vous n'avez pas déjà sécurisé la base de la base, par exemple les vulnérabilités déjà présentes et connues du grand public, eh bien dans ce cas-là, vous aurez certainement des problèmes. Comme il y a trop de vulnérabilités, le sujet maintenant en 2020, justement, c'est plutôt de prioriser correctement les actions qu'on peut faire. Là, par exemple, il y a 3 vulnérabilités qui ont fait parler d'elles. Il y a celle-ci, c'est Heartbleed. Ça permettait de voler, par exemple, les logins mots de passe des gens qui se connectaient à leur compte bancaire. Eternal Blue, ça permet de rentrer et de faire des installations par exemple de WannaCry. Et Bluekeep, ça c'est de l'année dernière, c'est une vulnérabilité qui permettait d'installer énormément de miners de crypto-monnaies. C'est-à-dire que si vous lancez une machine chez un fournisseur cloud et que cette machine n'est pas sécurisée dans les plus brefs délais, et suivant le système d'exploitation qu'il utilise, en moins de 5 minutes, vous pouviez voir apparaître un petit processus dans votre machine qui prenait énormément de CPU et qui rapportait de l'argent à quelqu'un d'autre. Pour bien prioriser, on va essayer de prendre un exemple un petit peu de la vie concrète. En fait, si jamais on compare le requin et le moustique, il y a beaucoup plus de personnes qui ont peur des requins que de personnes qui ont peur des moustiques. Et pourtant, en fait, quand on regarde bien, les requins, c'est à peu près 10 morts par an, alors que les moustiques, c'est 800 000 morts par an. Mais je connais pourtant vraiment beaucoup plus de monde qui ont peur des requins que des moustiques. Et bien de la même manière, quand on regarde toutes les vulnérabilités, y compris celles qui sont médiatisées comme Meltdown ou Spectre, Meltdown ou Spectre, ça fait vraiment une barrière à l'entrée énorme pour l'attaquer. Il n'y a même pas de kit disponible pour l'attaquer publiquement. Et quand on tape Meltdown ou Spectre sur Google, on a 2 600 000 résultats.
Bluekeep, à côté de ça, qui est une vulnérabilité infiniment plus grave parce qu'elle est triviale à attaquer, c'est 749 000 résultats. Sous-entendu, c'est pas parce que tout le monde en parle que c'est un vrai risque pour vous. Et donc, comment on fait pour prioriser de manière pragmatique son risque informatique? Nous, l'approche qu'on vous recommande, c'est d'avoir une approche où vous évaluez votre risque du point de vue technique et du point de vue métier. Du point de vue technique, ça veut dire, est-ce que la vulnérabilité, elle est grave pour moi? Est-ce qu'elle est facile à attaquer? Donc, est-ce qu'elle a un score CVSS, c'est-à-dire un score attribué par les autorités? Tous les jours, les fameuses 50 alertes, elles ont une petite note qui va de 1 à 10 qui leur est attribuée. 10, le monde brûle. 1, c'est pas grand-chose. Est-ce qu'il existe des kits d'attaque publics disponibles sur Internet? Et surtout, est-ce que c'est des kits qui sont difficiles à utiliser ou pas? Par exemple, là, je vous ai cité 4 sources. GitHub, par exemple, pour exploiter un kit qui vient de GitHub, il faut parfois le compiler soi-même. Ça retire pas mal de personnes. Metasploit, il y a juste besoin d'appuyer sur Entrée, ça se fait tout seul. Là, tout le monde peut le faire. Et on regarde également des signaux faibles comme Twitter, Reddit ou Hacker News, c'est-à-dire est-ce que justement, en plus de ça, les gens parlent un petit peu des vulnérabilités. Le risque métier, c'est est-ce que concrètement, si jamais la vulnérabilité est utilisée chez vous, est-ce qu'elle va vous faire des dégâts? Est-ce que les actifs de votre système d'information qui sont affectés sont importants pour vous ou pas? Est-ce qu'ils concernent des groupes que vous pouvez comme ça définir en interne? Souvent, c'est dans un fichier Excel ou dans une CMDB. Par exemple, est-ce que c'est de la production, de la pré-production? Est-ce que ça gère la paye? Là, c'est un peu plus grave déjà. Et également, est-ce que vous avez des objectifs sur votre système d'information? Par exemple, est-ce que vos machines doivent absolument rester disponibles ou alors être intègres ou avoir des données confidentielles? Si on prend un peu de recul sur tout ça, finalement, le risque technique, c'est évaluer la probabilité que l'attaque se fasse. Plus une attaque est simple à faire, plus vous êtes sûr qu'elle est automatisée et qu'il y a des petits robots qui parcourent Internet. Ils n'ont pas spécialement une dent contre vous, c'est juste qu'ils ont trouvé une porte pour rentrer. La partie risque métier, c'est l'impact que ça a pour vous. Et finalement, une bonne analyse de risque, c'est analyser à la fois en termes de probabilité et d'impact sur votre système d'information. Si jamais vous voulez repartir avec une méthode toute simple, aujourd'hui, du FIC à appliquer dès que vous rentrez pour vos vulnérabilités, nous, ce qu'on vous recommande, c'est pour les actifs les moins critiques de votre parc informatique, évitez déjà juste d'avoir des vulnérabilités triviales, c'est-à-dire des vulnérabilités dont le score CVSS est très élevé et qui ont un kit d'attaque public disponible sur Internet. Pour vos actifs normaux, évitez d'avoir des vulnérabilités exploitables, même pas forcément trop graves, c'est-à-dire des vulnérabilités, dès qu'elles ont un exploit, elles représentent un danger. Et donc là, l'idée, c'est d'en avoir 0 sur le parc. Et pour les actifs les plus critiques, en général, fort heureusement, il y en a peu dans le système d'information, c'est par exemple 10% du parc. Là, ce qu'on vous recommande, c'est 0 vulnérabilité exploitable tout court d'une part, mais aussi 0 vulnérabilité critique, parce qu'on ne sait jamais s'il y a des vulnérabilités critiques, mais pour lesquelles il n'y a pas de kit d'attaque public disponible. Il y a peut-être quand même des gens qui ont un kit d'attaque qu'ils gardent pour eux et qu'ils pourraient utiliser contre vous sur les actifs critiques. Donc ça, c'est une démarche très pragmatique qui est en fait appliquée déjà chez pas mal de nos clients. Et l'idée, c'est qu'avec ça, le matin, quand vous voyez le nombre de vulnérabilités qui ont été publiées, vous ne faites pas « oh là 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 », c'est plutôt « ok, il y en a peut-être 50 qui sont arrivés, mais il n'y en a qu'une seule qui m'impacte et je vais la traiter sur cet actif critique de mon système d'information ». Alors nous, justement, si jamais cette méthode-là, vous souhaitez vous outiller et l'automatiser, on a un logiciel qui fait de la gestion des vulnérabilités et de conformité. L'idée, c'est de vous accompagner sur tout ce processus de cartographie de votre système d'information, de détection des problèmes que vous pouvez avoir, d'identification des risques et de la priorisation des actions pour que vous puissiez prendre les bonnes décisions et traiter dans les meilleurs délais. Et ça, on appelle ça en France le maintien en condition de sécurité. Et finalement, on a un logiciel qui vous aide à faire ce maintien en condition de sécurité. L'architecture, elle est conçue de sorte à ce que tout reste chez vous, c'est-à-dire que notre logiciel, il se déploie dans votre système d'information, que ce soit un environnement cloud de type Azure ou alors EC2 ou alors, faut parler aussi franco-français, du OVH. Eh bien, vous avez des machines chez vous qui vont faire les scans dans votre système d'information et tous les résultats vont rester chez vous. C'est-à-dire que les machines qui sont déployées chez vous se synchronisent avec une base de connaissances maître et vous pouvez même couper le flux une fois que cette synchronisation est faite. Et pourquoi on a conçu le logiciel comme ça? C'est que si vous travaillez avec des solutions américaines, en fin de compte,
les vulnérabilités qui sont détectées chez vous remontent aussi sur des serveurs américains. Nous, elles restent chez vous. On n'a pas envie de connaître vos vulnérabilités. On dort bien mieux comme ça, et vous aussi. En termes de scan, on propose de se connecter soit avec des protocoles d'administration classiques, par exemple du SSH pour les machines Linux, du WinRM pour les machines Windows, ou du SNMP pour tout ce qui est système réseau, ou alors d'installer un petit agent sur les machines. Par exemple, vous avez des postes de travail nomades avec vous aussi. L'idée, c'est de pouvoir mettre un agent sur ces postes de travail pour qu'il soit scanné quand vous êtes au bureau, mais aussi quand vous êtes au FIC. Et les scans déconnectés, enfin, les scans déconnectés, là, c'est le scan le plus modulaire qu'on peut vous proposer. On a des clients qui peuvent venir, j'ai des machines très sensibles, je veux éviter de faire trop de scans dessus. Si vous avez toutes les informations de votre actif dans par exemple une CMDB ou même dans un fichier Excel, on peut importer ces données dans notre logiciel. Ça vous donne des résultats complets d'analyse de vulnérabilité. On scanne les postes de travail, les serveurs, les équipements réseau et les conteneurs si vous en avez aussi, donc les technologies Docker. Les équipements réseau, donc les Cisco, les Palo Alto, les Fortinet, les Storm Shield, etc. Et à partir de tout ça, on secoue toutes ces données et on vous donne des tableaux de bord qui vous permettent de comprendre où se situent vos risques aujourd'hui. L'idée, c'est pas de vous dire vous avez des vulnérabilités. Ça, j'ai même pas besoin de faire un scan pour vous dire vous avez des vulnérabilités, et c'est pas le sujet. L'idée, c'est plutôt est-ce que vous avez des vulnérabilités graves? Est-ce que vous avez des vulnérabilités dangereuses? Et donc, on répond à des questions du type combien de vulnérabilités aujourd'hui chez vous sont attaquables à distance? Ça, c'est pas bien. Combien de vulnérabilités sont exploitables via du phishing? Combien de systèmes sont obsolètes? Là-dedans, vous retrouvez par exemple les Windows Server 2003, j'espère que vous n'en avez plus beaucoup, ou alors les Windows Server 2008, j'espère que vous n'en avez plus trop non plus. Et également, quelles sont les machines les plus à risque finalement, c'est-à-dire quels sont mes actifs critiques avec des vulnérabilités? Ou même, un élément qui est très important quand vous travaillez avec une équipe sécurité et une équipe production, c'est finalement quelles sont les vulnérabilités les plus anciennes. Parce que quand il y a des vulnérabilités ultra critiques qui datent d'il y a plus de 3 mois, c'est pas que les équipes production elles veulent pas traiter les sujets. C'est peut-être que vous leur avez demandé de corriger des vulnérabilités sur Java 6 et que Java 6, vous en avez besoin pour que la boîte fonctionne. Et donc, l'idée, c'est que vous puissiez déclencher des discussions et même derrière exclure certains risques en disant ces vulnérabilités sur Java 6, je vais vivre avec. On vous donne une liste complète de vos actifs dans le système d'information. Donc, quelles sont les machines critiques les plus exposées? Quel est le niveau de risque d'un environnement spécifique comme l'environnement de production? Des questions aussi que vous pouvez vous poser avec ce logiciel, c'est quelles machines ont Adobe Flash? Parfois, on trouve des machines Windows Server de production et on se dit pourquoi c'est là? Mais c'est là. Ou alors, quels sont les actifs qui ont une vulnérabilité particulière, comme la CVE 2020-0601? Ça, c'est un nom de code un peu barbare pour parler de la vulnérabilité de janvier qui a été détectée sur Microsoft et qui a affecté un truc qui est encore plus barbare qui s'appelle les courbes elliptiques, mais qui concrètement permettait de faire croire que vous étiez sur un site légitime alors que vous étiez sur un site malfaisant. Pour chaque machine, vous avez aussi la liste des vulnérabilités détectées et là, ça vous permet de faire même une analyse par historique. Concrètement, est-ce qu'il y a 2 ans, la vulnérabilité Intel était présente sur la machine? Est-ce que aussi la vulnérabilité, par exemple, publiée en janvier, est-ce qu'elle a été corrigée? On fait le suivi des détections, mais aussi des corrections pour mettre en avant et valoriser donc le travail fait par les équipes de production. Et on a aussi une encyclopédie des vulnérabilités qui contient un peu plus de 130 000 fiches dans laquelle vous avez toutes les informations sur la CVE, sur la vulnérabilité, avec la description, une catégorie rédigée en langage humain. Là, on sort de la technique, c'est plutôt pour vraiment comprendre le danger de la vulnérabilité. Les bulletins de sécurité, y compris de l'ANSSI, et les liens vers les exploits. Ça vous permet de montrer à vos équipes que quand on dit qu'il y a un kit d'attaque public disponible, c'est vraiment qu'il est disponible. Vous avez également la liste des machines impactées, et ça, c'est très important pour faire double analyse. Si jamais vous regardez au quotidien votre parc informatique pour voir les problèmes, c'est une approche. Mais quand il y a des alertes internationales comme il y a eu en janvier, la question c'est où se trouve la vulnérabilité dont tout le monde parle. Et là, le logiciel vous permet d'y répondre en moins de 5 secondes. Notre objectif, c'est vraiment de pousser la priorisation des vulnérabilités. Et donc, l'idée, c'est que quand il y a plein de vulnérabilités, vous puissiez identifier celles qui sont les plus dangereuses pour vous. Et pour ça, on utilise le score CVSS, donc fourni par les autorités. L'exploitabilité, est-ce que vos machines ont un kit d'attaque public disponible? Et surtout, qu'est-ce qu'elles touchent, ces vulnérabilités?
Est-ce que c'est la machine de paye? Est-ce que c'est la machine qui gère les congés? Là, il faut faire très 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 attention. Ou est-ce que c'est plutôt la machine qui gère la cafétéria? Et dans ce cas-là, c'est peut-être moins grave. Donc l'idée, c'est vraiment qu'on filtre toutes les vulnérabilités qui sont publiées de sorte à ce que derrière, il n'y ait plus que celles qui sont réellement pertinentes qui apparaissent. On a même développé un score là-dessus complémentaire. En fait, on recalcule pour vous les scores CVSS, c'est-à-dire qu'on a des algorithmes, en fait, alors certains diraient de l'intelligence artificielle, nous on va être un peu plus pragmatique, c'est simplement de la régression linéaire. Ça existe depuis des années, mais ça fonctionne très bien pour ce cas-là. En fait, on a un historique de plus de 130 000 alertes de sécurité. On agrège toutes ces informations-là. On récupère des données, des signaux faibles en fait, sur Twitter, par exemple. On récupère aussi la maturité des exploits. Est-ce que les exploits, c'est du Metasploit ou du GitHub? Est-ce que j'ai besoin de compiler ou pas? On secoue et en sortie, ça vous permet d'avoir des scores qui vont être plus élevés ou plus faibles. Concrètement, une vulnérabilité qui est critique à la base, elle va devenir avec un niveau par exemple élevé ou moyen en sortie de ce processus-là. Par ailleurs, comme les vulnérabilités, c'est quelque chose qui permet de rentrer dans un système, mais que derrière, une fois qu'on rentre dans un système, il y a une autre phase qui est l'exploitation du système d'information. En fait, on a un logiciel, donc, comme je l'ai dit en introduction, qui fait aussi de la conformité. Là, l'idée, c'est de durcir vos machines, faire en sorte que j'ai la peau un peu plus épaisse, j'ai le cuir un peu plus épais, et dans ce cas-là, si jamais on me blesse, je ne saigne pas. Et donc, on utilise des référentiels qui sont édités par des autorités comme le CIS, ou alors par l'ANSSI également. Et on vous fournit des règles de bonne pratique. Donc c'est par exemple, est-ce que vos disques durs sont chiffrés? Est-ce que vous avez un antivirus actif à jour sur chaque machine? Est-ce que les fichiers, est-ce que le système 32 de Windows a été altéré? Et pareil, puisque si jamais on prend le CIS Benchmarks par exemple, il y a énormément de règles, toutes ne sont peut-être pas pertinentes pour vous. Et on vous propose d'établir et de fixer vos objectifs avec pragmatisme. Est-ce que votre objectif c'est de juste faire la base de la base? Dans ce cas-là, choisissez un niveau minimal de conformité ou alors intermédiaire, renforcé ou élevé. Si vous arrivez à être à 100% conforme sur le niveau élevé, c'est que vous êtes vraiment très très fort et en pratique, minimal déjà c'est très très bien. Appliquer les règles de base, ça vous met déjà vraiment dans une position de sécurité par rapport au reste du marché. Les référentiels, vous pouvez même les personnaliser. Par exemple, si on prend certaines règles qui viennent des autorités, ils vont dire les mots de passe, il faut les changer tous les 45 jours. Mais peut-être que chez vous, c'est tous les 90 jours. Dans ce cas-là, vous pouvez directement modifier les scripts pour adapter. C'est-à-dire que plutôt que de vous adapter à des procédures, c'est les procédures qui s'adaptent à votre système d'information. Et pour terminer, on propose des tableaux de bord donc personnalisables avec du reporting complet sur le sujet qui vous permet d'analyser mois par mois ce qui se passe. Tout est changeable là-dessus, c'est la technologie Kibana qui est utilisée pour les tableaux de bord. Donc si vous voulez changer les couleurs, il n'y a pas de souci. Si vous voulez changer les visualisations, il n'y a pas de souci non plus. Si vous préférez par exemple avoir un camembert plutôt qu'un donut, aucun problème, tout est personnalisable là-dessus. Bien sûr, on a des API. On essaie même de valoriser notre appartenance au groupement Exatrust et donc on a des intégrations avec des systèmes comme Walix, avec aussi des protocoles comme Syslog, SAML ou LDAP. Et l'idée c'est que plutôt que d'avoir un outil dans lequel vous allez, vous copiez-coller les résultats, vous allez dans un autre outil, là l'idée c'est de créer un vrai processus le plus automatique pour vous. Et donc si jamais vous avez des questions, si jamais vous souhaitez avoir une vraie démonstration complète sur le sujet, on est sur le stand F19-3. C'est facile de nous trouver. On sort de la démonstration, c'est juste à gauche là-bas. On sera ravis de vous accueillir. Il y a même des personnes de notre équipe qui pourront vous escorter en toute sécurité jusqu'à notre stand. On est une société française. On est référencé UGAP, Exatrust et également adhérent du Clusif. Et on sera ravis de vous faire une présentation détaillée. Merci beaucoup pour votre attention. Et si vous avez des questions, il n'y a pas de souci. Bravo. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Il nous reste un peu de temps. Une question là, Sharif. Moi j'ai une question sur le prix de tout ça. C'est adapté à votre besoin. Voilà, oui. En fait, on a des grilles de prix qui dépendent du nombre d'actifs à superviser et en fait, c'est dégressif en fonction de la taille du parc, c'est-à-dire que ce n'est pas directement proportionnel. Celui qui a 1000 serveurs, par exemple, il va payer 1000 fois celui qui a un seul serveur. C'est dégressif et on a des packages qui vous seront présentés donc, à notre stand. Une autre question? Et bien dans ce cas-là, rendez-vous en F19-3.
Merci beaucoup. encore Maxime Aléhédine de la société Cyberwatch.